Quand on tient le certificat de naissance d'un nouveau-né entre les mains, on s'attend à y lire des trucs simples, tu vois. Ouais, le poids, la taille, ce genre de choses. C'est ça, le poids et surtout l'identité des parents. Mais dans le dossier qu'on passe à la loupe aujourd'hui, on a un père qui regarde ce document officiel daté du 15 mai 2025 et dans la case du père, il y a juste 2 mots qui, en fait, effacent légalement son existence. Padre desconocido. Père inconnu. Voilà, père inconnu. Du coup, bienvenue dans ce décryptage. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger au cœur d'un thriller juridique, un vrai audit de conformité hyper complexe. On va voir comment on peut littéralement rayer un homme de la carte. Et pas avec une arme à feu ou quoi que ce soit, hein. Juste avec la bureaucratie. Exactement. C'est comme un tour de prestigitation juridique, tu vois. L'illusionniste fait disparaître la réalité biologique derrière un énorme rideau de paperasse notariale. Une paperasse très bien orchestrée d'ailleurs. Parce que l'administration, elle ne voit que ce qui est écrit. Elle est totalement aveugle à la réalité physique. Ouais, et pour comprendre comment un père qui est hyper présent peut devenir inconnu aux yeux de la loi, il faut d'abord regarder la victime silencieuse de tout ce montage. Tout à fait. Et cette victime, c'est la fille. C'est elle qui subit ce qu'on appelle une anomalie des droits humains. C'est le terme, oui. On a d'un côté ce registre civil qui déclare qu'il n'y a pas de père, et de l'autre, on a une montagne de preuves, des emails, des notifications légales, des plans de coparentalité. On voit un homme, le père, qui se bat corps et âme pour reconnaître la fille. Et ça bien avant sa naissance, quoi. Exactement. Donc pour l'enfant, l'impact est catastrophique. On lui ampute la moitié de son histoire familiale dès la première seconde. C'est une restriction de ses droits fondamentaux les plus basiques, son droit à l'identité, sa vraie filiation biologique. Sans parler du côté matériel, on la prive carrément de la pension alimentaire paternelle. Ouais, mais il y a encore plus grave, géopolitiquement parlant, Ah oui, l'histoire de la citoyenneté. parce que si on se fie aux documents, le père est citoyen croate, c'est bien ça? C'est ça. Donc citoyen de l'Union européenne, en bloquant son nom sur ce papier, on vient purement et simplement de voler un passeport européen à cet enfant. Waouh! C'est ouf, on lui retire la liberté de mouvement, d'éducation, de travail dans 27 pays. Exactement. Le droit à la nationalité par filiation, c'est un droit absolu. Le système légal est censé protéger l'enfant, mais là, il devient l'instrument de sa spoliation. Mais attends, il y a un truc qui m'échappe. Une contradiction qui est quand même énorme. Laquelle? Si un homme frappe à la porte de toutes les institutions en hurlant « Je suis le père, j'ai les preuves », comment la machine peut-elle juste imprimer inconnu? Le système n'est pas bête à ce point-là, si. En fait, le système fonctionne avec des règles strictes, des algorithmes juridiques. Et là, la mère a exploité une faille du code civil avec une précision chirurgicale. Ok, donc c'est pas une erreur, c'est une fraude délibérée. Complètement. Tout repose sur une falsification de la chronologie. Ils ont fabriqué une machine à remonter le temps sur papier. Attends, je regarde mes notes. C'est le document de séparation, c'est ça? L'écriture publique de dissolution d'union. C'est ça. La fameuse dissolution, rédigée devant notaire le 28 novembre 2024. Sauf que, attends, la date de séparation inscrite dessus, c'est pas novembre 2024. Et non, ils ont inséré rétroactivement une séparation au 29 décembre 2022. Fin 2022. Mais si on fait le calcul, l'enfant naît en mai 2025, donc en fixant la rupture à fin 2022, il fabrique un vide temporel. Voilà, un trou de 19 mois. Presque 1 an et demi avant la conception de la fille. C'est ça l'astuce. C'est exactement ça. Ce vide de 19 mois, c'est une arme administrative. Son seul but, c'est de contourner l'article 214 du Code civil colombien. Cet article dit quoi, en fait? Il pose une présomption automatique de paternité. En clair, si l'enfant est conçu pendant que le couple cohabite, la loi présume d'office que le partenaire est le père. Pas de débat. Ah! Donc, si la mère avoue qu'ils vivaient ensemble au moment de la conception, le système l'oblige à inscrire le père. C'est exactement ça. C'est du cynisme pur. Oui. Du coup, mentir sur la date, c'est le seul moyen de faire croire à l'État que l'enfant a été conçu bien après leur séparation. Ouais. Et l'effet domino de ce mensonge est terrifiant. Ce document notarié, avec sa fausse date de 2022, a induit en erreur 3 entités publiques de suite. 3 entités? Oui. D'abord, le notaire a refusé d'inscrire le père en s'appuyant sur cette fausse date qu'il a qualifiée de fait déterminant. Et ensuite? J'ai vu que le père a tenté une tutela, ce mécanisme d'urgence en Colombie pour les droits fondamentaux. Il a essayé, ouais. Il est allé devant un tribunal municipal, puis un tribunal d'arrondissement,
Et les deux juges l'ont débouté? Mais comment c'est possible? Les preuves biologiques n'ont pas compté? Bah non, parce que les juges n'évaluent pas la biologie, ils évaluent la conformité du dossier. Le tribunal municipal a pointé des incohérences factuelles juste parce que les dires du père contredisaient l'acte public de 2022. C'est délirant. Et en appel, le tribunal d'arrondissement a carrément justifié son refus en citant textuellement cette fameuse brèche de 19 mois. La bureaucratie s'auto-valide, tu vois. En fait, c'est comme si on modifiait la date sur le permis de construire d'un gratte-ciel. Tu écris sur le papier que les fondations ont été détruites il y a 2 ans. Ouais, c'est une super image. L'inspecteur arrive, le bâtiment immense est là, devant lui, il peut le toucher, mais vu que son dossier dit qu'il n'y a plus de fondation, il conclut officiellement que l'immeuble flotte dans les airs. C'est exactement ça. La fiction tamponnée écrase l'évidence physique. Sauf que, comme pour ton immeuble, modifier un bout de papier, c'est une chose. Mais la réalité laisse des traces ailleurs. Ouais, c'est dur d'effacer les preuves physiques. C'est impossible même. Maintenir cette fiction chronologique sur plusieurs années, c'est là que leur stratégie s'effondre. Ben oui, parlons-en, parce que les preuves dans ce dossier, elles pulvérisent complètement leur version des faits. Lesquelles te marquent le plus? Déjà, le contrat de location. Le bail pour l'appartement urbain de cohabitation. Ça montre clairement une vie commune, conjointe et active. Et regarde bien la date de fin de ce bail. Ben oui, ça s'arrête pas en 2022. Ce bail court jusqu'à la mi-juillet 2024. Ils payaient le loyer ensemble, sous le même toit, au moment exact de la conception de l'enfant. Ce bail, c'est vraiment la preuve irréfutable au niveau local. Mais la faille la plus spectaculaire, c'est la preuve internationale. L'application du haut, c'est le truc le plus fou de ce dossier. C'est clair. On est le 4 juillet 2024. Officiellement, sur l'acte notarié, ils sont séparés depuis 1 an et demi, on est d'accord? Ouais, soi-disant. Eh bien, ce jour-là, la mère soumet une demande très officielle au gouvernement néerlandais, sur cette fameuse plateforme Duo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le système pour les aides étudiantes aux Pays-Bas. Voilà. Et pour avoir droit à ces bourses, la mère devait prouver qu'elle était la partenaire d'un citoyen européen. Donc elle déclare explicitement que sa relation avec le père est active. Juillet 2024. Et elle ne fait pas que le déclarer, 6. Ah non, les Pays-Bas, ils rigolent pas avec les fonds publics. Elle a fourni 18 pièces jointes. 18. Ouais. Le passeport croate du père, son contrat de travail et le clou du spectacle, c'est relevé bancaire personnel de juin 2024. C'est d'une audace incroyable. Je veux dire, comment on peut sans trembler mentir à un notaire en Colombie, dire qu'on se déteste depuis 2022 et de l'autre côté envoyer les relevés bancaires du même mec aux Pays-Bas pour toucher des aides? C'est l'instrumentalisation parfaite de deux États souverains. Et ça, tu vois, ça soulève une vraie question technique. Ouais, comment on monte un truc pareil? Exactement. Quelqu'un qui ne connaît pas le droit colombien et les exigences migratoires européennes ne peut pas orchestrer ça seul. Il fallait un cerveau derrière. Un architecte de l'ombre. L'avocate en conflit. Voilà. C'est le personnage qui rend toute cette affaire très sombre. On n'est plus dans un simple litige de famille, là. Non, là, on est dans la violation massive de l'éthique professionnelle. Ça relève de l'article 445 du Code pénal colombien. L'infidélité au devoir professionnel. Non. Tout à fait. Et si on regarde la chronologie de cette avocate, c'est à donner le vertige. Vas-y, retrace-nous ça. Fin 2024, cette avocate est engagée par le père. Elle est sa conseillère de confiance. Elle est d'ailleurs payée fin septembre pour gérer ses données confidentielles concernant la dissolution. Donc elle a accès à tout, ses vulnérabilités, sa stratégie et surtout à quel point il veut être père. Exactement. Elle est dans le secret des dieux. Et moins de 6 mois plus tard, elle retourne sa veste de manière spectaculaire. Elle devient la représentante légale de la mère. Contre le père, c'est dingue. Elle utilise ce qu'elle a appris en boussant pour lui, pour le détruire ensuite. C'est le summum de la rupture de loyauté fiduciaire. Et le coup de grâce a lieu le 13 mai 2025. Le 13 mai. Attends, l'enfant naît le 15 mai, c'est exactement 48 heures avant la naissance. Oui, un timing chirurgical. Ce jour-là, elle utilise le poids de son cabinet pour envoyer au terre une lettre de cessation et d'abstention, un cease and desist hyper agressif. Un blackout total. Voilà, elle menace de le poursuivre pour harcèlement s'il essaie de contacter la mère. Donc, à 48 heures de l'accouchement, le père est muselé, isolé, terrifié par l'avocate qu'il payait pour le protéger quelques mois avant. C'est comme engager le meilleur expert en sécurité pour ta maison. Tu lui donnes tous tes codes d'alarme et une nuit tu te réveilles et l'expert est avec les cambrioleurs qui viennent te jeter à la rue en utilisant tes propres mots de passe pour verrouiller les portes. C'est la métaphore parfaite. C'est une trahison absolue. Mais pourquoi 48 heures avant? C'était pas juste pour le faire stresser, il y avait un but tactique, non? Bien sûr, le but, c'était la paralysie.
En coupant les ponts, le père ne sait pas dans quel hôpital ça se passe, ni à quelle heure. Il est incapable de se présenter à l'état civil dans les premières heures. On le fige sur place pendant que le piège se referme. Exactement. Parce que l'objectif ultime de toute cette mascarade, ce n'était pas juste de l'effacer d'un papier. Ouais, on en arrive au fameux piège migratoire. C'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le but, c'était de le rayer du territoire, pas vrai? C'est ça, regarde le statut du père. C'est un étranger en Colombie. Il est là avec un simple visa de touriste. Et un touriste, ça a des droits limités. Très limité. La loi est mathématique. 180 jours maximum par année civile. Pas un de plus. Et pour le père, son délai expire irrévocablement le 23 juillet 2025. Attends, naissance, mi-mai, expiration fin juillet. Ça lui laisse 2 mois à peine. S'il avait été reconnu comme père sur le certificat, qu'est-ce qui se serait passé avec son visa? Ah bah tout change. La loi colombienne lui aurait donné le droit immédiat de demander un visa de parent. C'est-à-dire résidence, droit de travail. Et surtout, le droit incontestable de rester près de sa fille de manière permanente. Et voilà l'arme de destruction massive à plein. L'immigration, il s'en fiche des emails ou de l'application Duo des Pays-Bas. Il regarde le certificat de naissance. Exactement. Et comme la case dit Padre desconocido, à cause de la fausse date et de la notaire, le père n'est qu'un touriste en fin de droit. Donc, la défense a fait exprès de jouer la montre. Ils ont noyé le père sous les procédures, sachant que la bureaucratie serait trop lente pour lui donner raison avant le 23 juillet. C'est l'exil administratif forcé. Le système de l'état civil a été transformé en arme de déportation ciblée. Le but était de l'isoler physiquement de son enfant. Sauf que, et c'est important de le dire, le père ne s'est pas laissé abattre. Nos sources sont pleines de preuves de sa proactivité acharnée. C'est clair. Il s'est battu comme un lion. Des emails en mars 2025 avec des plans de coparentalité, des injonctions le 16 mai juste après l'accouchement et des batailles de tutélat exténuantes. Jusqu'à cette victoire en appel devant la cour de circuit le 2 juin 2026. Ouais, mais à quel prix? Après combien de temps d'isolement forcé? C'est toute la tragédie de ce dossier. Ça montre que l'architecture même de la loi, le droit de la famille, le droit de l'immigration, l'éthique, tout peut être manipulé. Une simple fausse date a suffi pour déclencher une machine à broyer les droits. Le système n'a pas cherché la vérité. Il a juste validé une illusion notariale. C'est exactement ça. Et c'est une réflexion hyper perturbante pour clore cette analyse. Aujourd'hui, on croit que les documents officiels reflètent fidèlement le monde réel. Mais cette affaire nous prouve l'inverse. Le papier est plus fort que les faits. Voilà. Quand la vérité administrative imprimée rentre en collision avec la réalité biologique, c'est le papier qui gagne. Du coup, est-ce que la loi est vraiment là pour protéger la vérité, ou est-ce que c'est juste un jeu de plateau qui récompense celui qui manipule le mieux les règles? C'est la grande question, oui. Ouais. C'est la question glaçante qui reste en suspens quand on referme ce dossier.